Vous êtes renvoyé, Gérard. Nous ne payons pas les ingénieurs séniles, hurle Julien. Je reste silencieux et j'appuie sur la clé de révocation. Lundi 6 heures, l'atelier automatisé de l'usine est complètement mort. Ramassez vos affaires et sortez, Gérard. Votre logiciel est à nous maintenant, ricana Julien en jetant la lettre de licenciement directement sur ma poitrine. Le Bristol épais frappa ma veste et tomba en virevoltant sur le sol en acajou poli de la salle de conférence de la direction. Je n'ai pas haussé la voix ni frappé des poings. J'ai simplement regardé dans les yeux le diplômé de 32 ans qui avait hérité d'un empire manufacturier qu'il n'avait pas bâti, et j'ai souri. Je me suis penché, j'ai ramassé le papier et je suis sorti dans l'air glacial de novembre. Assis au volant de mon pick-up, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon serveur personnel et j'ai accédé au répertoire de liens Pinson. D'un simple clic de ma clé de sécurité physique, j'ai révoqué le certificat de licence actif. Le compte à rebours avait commencé, et d'ici lundi matin, leur système d'assemblage automatisé de 12 millions d'euros ne serait plus qu'un amas de blocs de métal silencieux. Pour comprendre comment un ingénieur en automatisation de 58 ans a pu se retrouver sur un parking à lancer un verrouillage d'entreprise à grande échelle, il faut remonter 15 ans en arrière. En l'an 2011, j'ai été embauché par Albert Deschamps, le fondateur original de Composants de Précision Deschamps. À l'époque, l'entreprise était une exploitation chaotique et maculée de graisse, située au cœur industriel de la Lorraine. Nous fabriquions des engrenages de transmission de précision pour les grands constructeurs automobiles de Sochaux. L'atelier était un labyrinthe bruyant et dangereux de presses hydrauliques anciennes, de tours manuelles et de relais obsolètes. Albert était un esprit mécanique brillant, mais il peinait à l'ère du numérique. Il savait que si l'entreprise ne se modernisait pas, elle serait écrasée par la concurrence. C'est là que j'intervenais. J'avais déjà passé 15 ans dans l'automatisation industrielle, à programmer des contrôleurs et à concevoir des systèmes de supervision. Quand Albert m'a engagé, il m'a donné un chèque en blanc et un mandat simple, faire entrer cette usine dans le XXIe siècle. Pendant la décennie et demie qui a suivi, l'atelier a été ma toile. Je vivais de logique à contact, de réseaux Ethernet et de schémas électriques. J'ai remplacé les presses manuelles par des centres d'usinage automatisés et j'ai installé des automates programmables industriels Siemens série S7 pour commander les bras robotisés. J'ai tiré des kilomètres de câbles reliant les machines à une salle de contrôle centrale, où un système de supervision personnalisé surveillait les opérations en temps réel. Mais nous avons atteint un goulot d'étranglement. Les machines de l'usine utilisaient des protocoles industriels pour communiquer à des niveaux de la microseconde. Pendant ce temps, les bureaux administratifs fonctionnaient avec une base de données de planification des ressources d'entreprise standard pour gérer les commandes des clients et les stocks d'acier. Les deux systèmes parlaient des langues entièrement différentes et ne pouvaient pas communiquer directement. La base de données de l'entreprise ne pouvait pas dire aux machines quelles spécifications d'engrenage couper ensuite, et les machines ne pouvaient pas faire de rapport en retour. Les fournisseurs de logiciels demandaient 300 000 € plus 50 000 € par an pour écrire une passerelle personnalisée. Ils ne garantissaient pas la compatibilité. Albert m'a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre, nos marges étaient très minces. Alors, j'ai passé mes soirées et mes week-ends à écrire la passerelle moi-même. J'ai développé un service middleware propriétaire nommé Lien Pinson, écrit en C++, qui se trouvait sur notre passerelle réseau. Il écoutait les sockets des contrôleurs Siemens, traduisait les codes hexadécimaux en requêtes de base de données et les transmettait au bureau. Il faisait le travail d'un progiciel coûteux, mais il le faisait plus rapidement, sans latence et avec une gestion d'erreurs personnalisée. Quand j'ai montré le prototype à Albert et que j'ai fait la démonstration d'un pipeline entièrement automatisé de la commande à l'expédition, il était aux anges. Nous l'avons testé sur une seule ligne, et cela a fonctionné à la perfection. En 3 mois, Lien Pinson gérait le routage des données pour les 6 lignes d'assemblage automatisées. Il est devenu le système nerveux central de l'usine. Si Lien Pinson s'arrêtait de fonctionner, les bureaux ne pouvaient pas envoyer les plannings de production à l'atelier, et les chariots élévateurs automatisés ne sauraient pas à quel quai de chargement se rendre. Parce que j'ai écrit ce logiciel entièrement sur mon temps personnel, en utilisant ma propre machine de développement, et sans utiliser aucune ressource de l'entreprise, je détenais les droits de propriété intellectuelle. Je n'étais pas un développeur de logiciels sous contrat. Ma description de poste était strictement limitée aux opérations physiques de l'usine et à l'ingénierie électrique. J'ai consulté mon avocat en propriété intellectuelle, qui m'a conseillé de concéder une licence pour Lien Pinson à Composants de Précision Deschamps, plutôt que de le vendre purement et simplement.
Albert et moi nous sommes assis et avons signé un accord de licence de logiciel. Selon les termes du contrat, j'accordais à l'entreprise une licence mensuelle active, non exclusive et révocable, pour utiliser l'exécutable de Liens-Pinson. Les frais de licence étaient fixés à un taux symbolique d'1 € par mois, uniquement pour en faire un contrat juridiquement contraignant. La clause essentielle était la clause 14C. Elle stipulait que si mon emploi au sein de l'entreprise était résilié pour toute autre raison qu'une négligence grave documentée ou une démission volontaire, ou si l'entreprise ne respectait pas un contrat de rémunération convenu, je conservais le droit absolu de révoquer la licence du logiciel avec un préavis de 24 heures. Pendant des années, cet accord est resté tranquillement dans un classeur en métal. Albert me payait un salaire équitable, et nous avons bâti l'entreprise ensemble. En l'an 2024, notre chiffre d'affaires annuel avait grimpé à 48 millions d'euros, et nous expédions plus de 150 000 engrenages de précision chaque semaine. Mais Albert commençait à fatiguer. Sa santé déclinait, et il y a 6 mois, il a décidé de prendre sa retraite, confiant les rênes de l'entreprise à son neveu, Julien Deschamps. Julien était un jeune diplômé en commerce qui voyait l'atelier non pas comme un ensemble d'ouvriers qualifiés et de machines soigneusement réglées, mais comme une feuille de calcul de dépenses à tailler agressivement. Il est arrivé avec une équipe de consultants juniors, et dès sa première semaine, il a clairement montré qu'il n'avait aucun respect pour les personnes qui avaient bâti l'entreprise. Julien Deschamps croyait que l'ancienneté n'était qu'un autre mot pour l'inefficacité et les frais généraux élevés. Il avait 32 ans, portait des costumes sur mesure qui semblaient déplacés dans une usine d'engrenages pleine de graisse, et parlait un flot constant de jargon d'entreprise qui agaçait les ouvriers vétérans. Sa première décision fut d'engager un cabinet de conseil en gestion pour analyser nos opérations. Ces consultants ont passé 3 semaines à parcourir l'atelier, à observer nos lignes automatisées. Ils ne comprenaient pas comment les contrôleurs Siemens se coordonnaient avec les quais d'expédition, et ils s'en moquaient. Tout ce qu'ils voyaient, c'est que l'ingénieur en chef de l'automatisation, c'est-à-dire moi, passait sa journée dans un bureau à surveiller des écrans, plutôt qu'à tourner manuellement des clés à molette. Pour Julien, mon salaire et mes primes de performance étaient des fruits mûrs pour la réduction des coûts. Il n'avait pas réalisé que la raison pour laquelle j'étais assis dans mon bureau était que le système que j'avais construit fonctionnait si bien qu'il nécessitait rarement d'intervention d'urgence. Il prenait l'ingénierie proactive pour de l'oisiveté. Le conflit a commencé alors que nous approchions de la fin du projet d'automatisation de la phase 6. C'était le joyau de mes 15 années de carrière, l'automatisation complète de notre ligne d'assemblage d'engrenages. Elle était conçue pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, augmentant notre capacité de 25%. Le contrat pour ce projet, signé par Albert Deschamps 2 ans auparavant, contenait une prime de performance. Si la ligne atteignait 5000 unités par jour dans une fenêtre de test de 90 jours, on m'attribuerait une prime d'automatisation de 500 000 €. C'était un objectif ambitieux, mais nous l'avons atteint. La ligne produisait en moyenne 5200 unités. Les données ont été vérifiées, et les rendements se voyaient sur les bilans. Ma prime devait être payée le 15 novembre, mais Julien n'avait aucune intention de la payer. Le matin du 10 novembre, 5 jours avant le paiement, j'ai reçu une invitation à une réunion pour un alignement opérationnel. Quand je suis arrivé dans la salle de conférence, Julien était assis en bout de table, flanqué de Pierre Dubois, le directeur des ressources humaines. Sur la table se trouvait un épais dossier en manille. « Asseyez-vous, Gérard, dit Julien. J'ai pris place en face de lui. « Bonjour, Julien. »« Pierre, qu'y a-t-il à l'ordre du jour ?» Julien a fermé sa tablette. « Gérard, nous avons examiné les allocations de coûts de main-d'œuvre pour le département d'automatisation. Pour être honnête, les chiffres n'ont pas de sens. Votre salaire de base est au sommet du marché, et puis nous avons cette clause de prime héritée concernant la ligne de la phase 6. Ce n'est pas une clause héritée, Julien, ai-je répondu. C'est une prime de performance contractuellement contraignante. J'ai passé 2 ans à programmer et à tester la ligne de la phase 6. Elle génère une valeur de production quotidienne supplémentaire de 160 000 €. La prime est due ce vendredi. L'entreprise ne peut pas justifier de payer une prime d'1 demi-million d'euros à un seul employé pour avoir fait son travail, dit Julien. L'automatisation est terminée, le logiciel fonctionne et les machines sont calibrées. Nous avons fait analyser votre activité quotidienne par un cabinet de conseil, et ils ont conclu que votre rôle est passé à de la maintenance standard. Nous pouvons embaucher un technicien junior pour un tiers de votre salaire. Le logiciel qui fait fonctionner ces machines est Liens-Pinson, lui ai-je rappelé.
C'est moi qui l'ai écrit. Un technicien junior ne saurait pas par où commencer si le mappage des données échoue. Julien a gloussé. Ne compliquons pas les choses, Gérard. Vous avez écrit du code. Il est sur nos serveurs. Il appartient à l'entreprise. Nous restructurons le département. Avec effet immédiat, votre poste est supprimé pour cause de redondance. Pierre Dubois a pioché dans le dossier et a fait glisser des documents sur la table. Voici votre indemnité de départ, Gérard. Elle offre 4 semaines de salaire de base à condition que vous signiez une décharge de responsabilité et une renonciation à toute réclamation de prime en suspens. J'ai baissé les yeux, puis j'ai regardé Julien. Donc, vous me virez pour empocher ma prime. Nous optimisons notre structure de coûts, a corrigé Julien. Vous avez jusqu'à 17 h aujourd'hui pour signer la renonciation. Si vous ne signez pas, nous vous licencierons pour faute, en invoquant la non-conformité, et vous n'aurez pas un centime. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé un visage impassible et contrôlé. J'avais passé 15 ans à construire l'épine dorsale technique de cette entreprise. Je leur avais fait économiser des millions en coûts opérationnels, et maintenant ce gamin arrogant essayait de me voler mon argent. Je ne signerai pas ça, ai-je dit calmement. C'est votre choix, a ricané Julien. Faites vos cartons. Pierre vous raccompagnera. Je me suis levé, j'ai laissé les documents sur la table et je suis sorti. Je n'ai pas fait de scène. Pierre m'a suivi jusqu'à mon bureau. J'ai ignoré sa présence et j'ai emballé mes effets personnels dans une boîte en carton. Je n'ai pas touché à la propriété de l'entreprise, mais j'ai emballé mes carnets personnels, mes manuels de référence et, plus important encore, ma clé de sécurité physique contenant mes informations d'identification de chiffrement privé. J'ai aussi sorti l'accord de licence de logiciel original de 2011. Pierre regardait, ignorant ce que ce papier représentait. J'ai rendu mon badge et je suis sorti dans l'après-midi lorrain. J'ai mis la boîte dans mon camion et j'ai conduit jusqu'au bureau de Daniel Leclerc, dans le centre de Metz. Daniel Leclerc était mon avocat personnel depuis plus d'une décennie. C'était un avocat vif et méticuleux, spécialisé en propriété intellectuelle et en contrat d'entreprise. Je l'avais consulté avant de signer l'accord de licence original avec Albert Deschamps 15 ans auparavant. Je me suis assis dans le bureau confortable de Daniel et j'ai posé la lourde boîte en carton sur son bureau, en sortant l'accord de licence de logiciel de 2011. J'ai expliqué toute la situation en détail. La ligne de la phase 6 avait atteint ses objectifs. La prime de 500 000 € était contractuellement due. Le nouveau président-directeur général m'avait licencié pour éviter de la payer, et ils avaient exigé que je signe une renonciation pour recevoir une maigre indemnité de 4 semaines. Daniel a mis ses lunettes de lecture, a tourné à la dernière page de l'accord et a lu la page des signatures. Puis il s'est tourné vers la clause 14C. Un lent sourire entendu s'est dessiné sur son visage. Gérard, ont-ils fait examiner votre dossier par leur service juridique avant de vous remettre cette lettre de licenciement ? A demandé Daniel en tapotant la page avec son stylo. J'en doute, ai-je répondu. Julien Deschamps est convaincu que puisque le logiciel est installé sur leurs serveurs locaux, il leur appartient. Il pense que je ne suis qu'un vieil ingénieur qui ne comprend rien aux affaires modernes. Eh bien, son ignorance est sur le point de lui coûter très cher, a déclaré Daniel. La clause 14C est limpide. La licence est active sur une base mensuelle, conditionnée au respect par le titulaire de la licence de tous les accords de rémunération en suspens, et à votre maintien en poste. De plus, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, qui régit les droits exclusifs sur les œuvres protégées par le droit d'auteur, votre logiciel est protégé en tant que votre propriété intellectuelle personnelle. S'il l'utilise sans licence, c'est une violation fédérale du droit d'auteur. Si vous êtes licencié sans motif valable, ou s'ils ne respectent pas une rémunération convenue, ce qu'ils ont fait au moment où ils ont déclaré qu'ils ne paieraient pas votre prime de performance, vous avez le droit absolu de révoquer la licence. Il vous suffit de fournir un préavis écrit de 24 heures. En combien de temps pouvons-nous rédiger la notification ? Ai-je demandé. Je l'aurai prête dans 20 minutes, a dit Daniel, tapant déjà sur son ordinateur. Nous la remettrons en main propre à leur siège social et enverrons une copie par courrier recommandé. Le décompte commencera au moment où ils en accuseront réception. Pendant que Daniel rédigeait l'avis juridique, j'étais assis dans son bureau et je pensais aux mécanismes techniques que j'avais intégrés à Liens-Pinson. Je n'avais jamais conçu le logiciel comme une arme malveillante.
Je l'avais conçu en tant qu'ingénieur qui comprend l'importance de la gestion des droits numériques. Liens-Pinson fonctionnait comme un service d'arrière-plan silencieux sur le serveur principal de l'usine. Chaque heure, le service vérifiait un fichier cryptographique local, un certificat de licence numérique signé avec ma clé privée. Si le certificat était valide, le logiciel continuait de router les données entre les automates programmables industriels Siemens série S7 et la base de données de l'entreprise. Si le certificat expirait, était manquant ou était révoqué, l'enveloppe logicielle arrêtait immédiatement ses routines de traduction, enregistrait une erreur de révocation de licence et entrait en mode veille passif. Parce que le code était compilé et chiffré, leur équipe informatique interne ne pouvait pas simplement modifier l'exécutable pour contourner la vérification de la licence. S'ils essayaient de le décompiler, ils déclencheraient la protection d'intégrité du logiciel, qui effacerait entièrement les fichiers de mappage de configuration. La seule façon de faire fonctionner le logiciel était avec un certificat valide et actif signé par ma clé privée. À 16h cet après-midi-là, le coursier de Daniel a remis en main propre l'avis formel de révocation de licence à la réception de composants de précision Deschamps. Il était adressé directement à Julien Deschamps et au service juridique de l'entreprise. L'avis indiquait qu'en raison d'une rupture de contrat substantielle, à savoir le refus de payer la prime de performance de la phase 6 garantie par contrat, la licence du logiciel Liens-Pinson était officiellement révoquée à compter de 16h le 11 novembre. Je suis rentré chez moi, je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. Je me suis connecté au serveur distant sécurisé qui hébergeait mon infrastructure à clé privée. J'ai affiché le registre des certificats actifs pour composants de précision Deschamps sur mon navigateur web. Mon doigt a survolé le pavé tactile. J'ai pensé aux 15 années que j'avais consacrées à cette usine, aux nuits blanches passées à traquer des courts-circuits électriques, et au respect mutuel que j'avais partagé avec Albert. Mais Albert était parti, et l'entreprise était maintenant dirigée par un homme qui accordait plus de valeur à une feuille de calcul qu'à la décence humaine. J'ai cliqué sur le bouton de révocation. Sur mon écran, le statut du certificat est passé d'actif à révoqué. La liste de révocation a été immédiatement poussée vers le serveur local de l'usine via une poignée de main réseau sécurisée. Le compte à rebours de 24 heures avait officiellement commencé. L'usine fonctionnerait sans problème toute la nuit et le lendemain. Mais à exactement 16h demain après-midi, le pont numérique s'effondrerait et la feuille de calcul de Julien Deschamps commencerait à saigner rouge. À exactement 16h le mercredi 11 novembre, j'étais assis sur ma terrasse en sirotant une tasse de café chaud. À cette microseconde précise, à des kilomètres de là, à l'usine composant de précision Deschamps, le serveur passerelle local a interrogé le registre des certificats de licence. Il a détecté l'indicateur de révocation. Fidèle à sa programmation, Liens-Pinson a immédiatement cessé ses boucles de traduction, a enregistré un code licence révoqué par le propriétaire dans le journal système, et est passé en mode dormant. Le pont numérique s'est effondré. Les automates programmables industriels Siemens série S7 sur les 6 lignes d'assemblage ont continué à exécuter leur routine physique locale, mais ils ne pouvaient plus transmettre les données d'achèvement à la base de données centrale. Lorsque les bras robotisés finissaient d'assembler un engrenage de transmission, ils attendaient que le serveur de langage de requête structuré vérifie le numéro de série et attribue la spécification du lot suivant. La base de données était silencieuse. Comme les contrôleurs Siemens ne recevaient aucune réponse, les protocoles de sécurité ont pris le relais, arrêtant les bandes transporteuses pour éviter les empilements d'engrenages. En 5 minutes, tout l'atelier est devenu silencieux et immobile. Le bourdonnement constant des vannes pneumatiques et des moteurs électriques a été remplacé par les voyants d'avertissement jaune clignotant sur les panneaux d'automatisation. Dans le service d'expédition, la situation était encore pire. Les chariots élévateurs automatisés, qui dépendaient des instructions de la base de données pour localiser et déplacer les palettes finies vers les quais de chargement, sont restés immobiles dans leur baie de chargement. Les manifestes d'expédition ne pouvaient pas s'imprimer. Dehors, une file de semi-remorques à plateau a commencé à s'allonger le long de la route d'accès, leurs chauffeurs klaxonnant de frustration. Nous livrions de grandes usines d'assemblage automobile à Sochaux qui fonctionnaient avec un système d'inventaire en flux tendu strict. En vertu de notre contrat, chaque jour où nous ne livrions pas notre quota d'engrenage de transmission entraînait une pénalité de 50 000 € pour rupture de contrat. À 16h15, mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. L'identification de l'appelant affichait le numéro du service informatique de l'usine. Je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un appel est venu du directeur de l'usine. J'ai aussi laissé sonner.
Puis sont venus une série de SMS d'anciens collègues me demandant si je savais pourquoi la passerelle de la base de données était en panne. Je suis resté silencieux. À 17 h, le nom de Julien Deschamps est apparu sur mon écran. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé 3 fois de plus, suivi de 2 appels de Pierre Dubois. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine et je suis allé préparer le dîner. Quand j'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher, j'avais 12 appels manqués, 4 messages vocaux et 3 emails urgents exigeant mon aide immédiate. Le jeudi matin à 9 h, Julien a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai décidé de répondre. « Gérard !» a crié Julien, la voix brisée par la tension. « Où étiez-vous ? Toute l'usine est à l'arrêt. Nous avons perdu plus de 150 000 € de production depuis hier, et Sochaux menace de nous infliger une amende de 50 000 € pour avoir manqué notre livraison du matin. Le service informatique dit qu'il n'arrive pas à connecter la passerelle de la base de données. Vous devez venir ici et réparer ce bug immédiatement. » Ce n'est pas un bug, Julien, ai-je dit calmement. C'est une fonctionnalité. L'enveloppe logicielle est entrée en mode veille parce que sa licence a été révoquée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? A aboyé Julien. Vous ne possédez pas le logiciel. Il est sur nos serveurs. Vous l'avez écrit alors que vous étiez un employé ici. Nous avons déjà contacté notre équipe juridique et nous vous poursuivrons pour sabotage et espionnage industriel si vous ne le réactivez pas tout de suite. Je vous suggère de parler réellement à votre équipe juridique avant de faire des menaces, ai-je répondu. Demandez-leur de regarder l'avis remis en main propre pour lequel ils ont signé hier à 16 h. Et dites-leur de vérifier l'accord de licence de logiciel de 2011 signé par Albert Deschamps. J'ai écrit lien pinson sur mon temps personnel, sur mon propre matériel, et j'en ai concédé la licence à l'entreprise. Vous avez rompu cet accord lorsque vous avez refusé de payer ma prime d'automatisation. Par conséquent, en vertu de la clause 14C, la licence est révoquée. Il y a eu un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre Julien respirer fortement. Nous allons le contourner, a finalement dit Julien, la voix tremblante. Nous avons une équipe de consultants logiciels externes qui arrive dans 1 heure. Ils écriront une nouvelle passerelle d'ici la fin de la journée. Bonne chance à eux, ai-je dit. Le schéma de la base de données est propriétaire et les interfaces de l'automate programmable sont chiffrées. Même s'ils sont brillants, il leur faudra au moins 3 semaines pour faire de la rétro-ingénierie de mes mappages de base de données et écrire un remplaçant stable à partir de 0. À 50 000 € par jour de pénalité plus 160 000 € de production quotidienne perdue, cela va faire 3 semaines très coûteuses. Bonne journée, Julien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pendant les 4 heures suivantes, j'ai travaillé dans mon jardin. Je savais exactement ce qui se passait à l'usine. Les consultants externes seraient en train de regarder des millions de lignes de code assembleur compilées, réalisant qu'ils ne pourraient pas contourner la vérification cryptographique sans effacer les fichiers de configuration. La panique de Julien atteindrait son paroxysme alors que les usines d'assemblage de Sochaux menaceraient d'arrêter leurs propres lignes de production en raison de notre manque de pièces. À 13 h, mon téléphone a sonné. C'était Pierre Dubois, le directeur des ressources humaines. Son ton arrogant avait disparu, remplacé par une voix désespérée. « Gérard, s'il vous plaît, a dit Pierre, nous devons résoudre cela. » Julien est sous une pression immense. Le conseil d'administration appelle, et le service juridique nous a conseillé de régler immédiatement. Que faudra-t-il pour que la licence soit rétablie ? Je me suis assis et j'ai sorti mes conditions. C'est simple, Pierre. Premièrement, ma prime d'automatisation de 500 000 € doit être payée intégralement. Deuxièmement, je ne reviendrai pas en tant qu'employé. Je serai engagé comme consultant indépendant pour un contrat d'1 an avec une avance de 150 000 € pour gérer la maintenance. Troisièmement, Julien Deschamps doit signer une décharge de responsabilité mutuelle complète, garantissant que l'entreprise ne pourra pas engager de poursuites judiciaires. 150 000 € en plus de la prime ? Alta Pierre. C'est du vol qualifié. Non, Pierre, ai-je répondu. C'est le prix du marché. Vous avez jusqu'à 17 h aujourd'hui pour virer les fonds et envoyer les contrats signés. Si vous ne le faites pas, je supprimerai les clés de chiffrement de mon serveur, et vos consultants pourront commencer leur projet de codage de 3 semaines à partir de 0. À 16 h 45 le jeudi, à peine 15 minutes avant la date limite,
mon avocat Daniel Leclerc a appelé. Gérard, le virement a été effectué, a annoncé Daniel. 650 000 € sont sur notre compte séquestre. 500 000 pour la prime impayée, et 150 000 pour l'avance de consultant. J'ai aussi les copies signées de l'accord et de la décharge mutuelle signée par Julien. Vous êtes officiellement dégagé de toute responsabilité. Excellent travail, Daniel, ai-je dit. Je suis en train de télécharger la nouvelle clé de licence. Profitez bien de votre contrat de consultant, Gérard, a rigolé Daniel. Vous l'avez bien mérité. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai généré un nouveau certificat de licence signé avec ma clé privée. J'ai fixé la date d'expiration à exactement 1 an et je l'ai téléchargé sur le serveur passerelle de l'usine. Dans les 30 secondes suivant le téléchargement, le service d'arrière-plan Lien Pinson a automatiquement détecté le nouveau certificat et s'est réinitialisé. La file d'attente stockée des requêtes de base de données a commencé à être traitée immédiatement, effaçant tout le retard en moins de 2 minutes. Dans l'atelier, les bandes transporteuses ont repris vie en bourdonnant. Les contrôleurs Siemens ont donné le feu vert aux bras robotisés, qui ont immédiatement recommencé à se déplacer avec précision. Les chariots élévateurs automatisés sont sortis en trombe de leur baie de chargement pour dégager l'accumulation sur les lignes d'assemblage et l'imprimante d'expédition a commencé à cracher des manifestes pour les camions en attente. Bien que l'usine fonctionnât à nouveau, la réputation de Julien était ternie. L'arrêt de 24 heures de l'installation avait coûté à Composants de Précision des Champs plus de 300 000 € de production perdue, plus 50 000 € d'amende pour rupture de contrat à notre principal client automobile à Sochaux. Combiné aux 650 000 € qu'ils ont dû me payer, la mesure d'économie de Julien avait coûté à l'entreprise plus d'1 million d'euros en moins de 48 heures. Le conseil d'administration, composé d'investisseurs originaux qui avaient soutenu Albert Deschamps pendant des décennies, était furieux. Ils n'avaient pas été informés du plan de Julien visant à supprimer mon poste, ni de l'accord de licence. Ils ne l'ont découvert que lorsque notre client à Sochaux a appelé directement les membres du conseil, menaçant d'annuler leur contrat si l'expédition ne reprenait pas immédiatement. Le vendredi matin, une réunion d'urgence du conseil a été convoquée. J'ai reçu un rapport complet d'Albert Deschamps plus tard dans la journée. Albert m'a appelé de Floride. Gérard, a dit Albert, je m'excuse pour le comportement de mon neveu. Le garçon est doué avec les feuilles de calcul, mais il ne comprend pas qu'une entreprise est bâtie sur la confiance, pas seulement sur des chiffres. Quand je lui ai passé les rênes, je m'attendais à ce qu'il construise sur ce que nous avions créé, pas qu'il le démolisse. J'apprécie, Albert, ai-je répondu. Je ne voulais pas fermer l'usine. J'ai passé 15 ans à construire ces lignes, mais je ne pouvais pas le laisser partir avec ma prime et mon logiciel. Tu as fait exactement ce que tu devais faire, a dit Albert. Le conseil a voté la révocation de Julien de son poste de président-directeur général. Nous faisons venir un cadre du secteur manufacturier nommé Édouard Charpentier qui sait comment une usine fonctionne, et je me suis assuré qu'il comprenne que ton contrat de consultant est intouchable. Nous avons besoin de toi, Gérard, a ajouté Albert. Nous en avons toujours eu besoin. Merci, Albert, ai-je dit. Dis au nouveau qu'il peut m'appeler n'importe quand. Mon avance couvre 20 heures de maintenance à distance par mois. Tout ce qui dépasse est facturé 250 € de l'heure. Albert a ri. Il paiera, Gérard. Dans les semaines qui ont suivi, l'usine a retrouvé son rythme normal. Le nouveau président-directeur général, Édouard Charpentier, respectait les systèmes que nous avions construits. Selon mon accord, je n'avais qu'à me connecter au système 1 fois par semaine depuis chez moi. C'était une routine confortable qui me rapportait 150 000 € par an pour 5 heures de travail par semaine. Quant à Julien, sa carrière dans l'industrie manufacturière était terminée. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme analyste de niveau intermédiaire à la Défense. Parfois, lorsque je suis assis sur ma terrasse par un après-midi d'automne tranquille, je regarde la petite clé de sécurité physique posée sur mon bureau en bois. C'est un minuscule morceau de plastique et de métal, mais il représente le pouvoir indéniable de l'expertise technique. Dans le monde de l'entreprise moderne, les dirigeants aviles pensent souvent qu'ils peuvent traiter les personnes qualifiées qui construisent et entretiennent leur système comme des actifs jetables. Ils oublient que l'ère numérique est entièrement construite sur du code, et que les personnes qui écrivent ce code détiennent les clés du château. Julien Deschamps pensait pouvoir jouer aux échecs d'entreprise avec un ingénieur, mais il avait oublié que c'était moi qui avais construit l'échiquier et écrit les règles.